tous, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue pour ce premier rendez-vous des 17 de HBN. Et je dois vous dire me permet de parler au nom de tous les amis de HBN qui sont là. On est hyper contents que vous soyez venus parce que c'est un pari pour nous d'essayer de communiquer au plus de monde possible sur des sujets qui nous paraissent importants, des sujets environnementaux. Je crois que beaucoup de monde a envie d'aller de l'avant, mais on ne sait pas très bien comment s'y prendre, on ne sait pas forcément comment faire, et souvent tout seul, on n'a pas la solution. Et c'est ce qu'on va essayer d'illustrer pendant cette journée et cet atelier, qu'en fait chacun peut faire une part de la solution et que les bonnes idées viennent en discutant, en échangeant et en se rencontrant. Donc merci à tous d'être venus. Et il y a un deuxième aspect qui me met assez cher et, dans cette journée, c'est la première qu'on fait. Et à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, on ne sait pas à quoi s'attendre. On a souvent des niveaux d'exigence comme ça, et en fait on fait de notre mieux. Et ce qu'on souhaite aussi montrer au travers de ce qu'on fait dans HBN, c'est qu'à un moment il faut faire un premier pas, et que le premier pas il est comme il est. Mais comme on en a fait un, on peut en faire un deuxième, on peut en faire un troisième. Et pour ceux peut-être d'entre vous qui commencent à peine de composter ou qui n'ont jamais composté, sachez que c'est la même chose. La première fois qu'on s'y met, c'est comme ci, comme ça, mais comme on a fait ce premier pas, on peut avancer. Donc voilà, c'est la démarche qu'on essaye d'avoir chez HBN. On est penseurs et faiseurs, on essaye d'avoir des idées, mais on essaye de les mettre aussi en pratique. Alors cette journée, comment elle va se dérouler? Je vais vous présenter HBN, je vais vous présenter ensuite tous les participants, je vais vous présenter aussi la team HBN, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est présent. Ensuite, Nadège nous a préparé un quiz pour aussi vous connaître, pour savoir qui vous êtes, où vous en êtes par rapport à ce sujet qui est le compost. Et suite à ce quiz, on a nos 4 experts du sujet, nos experts du compost, qui répondront à certaines questions que je poserai, mais ensuite à vos questions aussi, parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que c'est un sujet qui vous intrigue à minima. Et dans un dernier temps, il y aura un moment où on se répartira par table pour réfléchir avec concrètement comment on peut faire, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que j'en suis, voilà. Quels sont ces premiers pas qu'on va pouvoir faire ensemble. Je vous présente très rapidement HBN, Humans by Nature, remettre l'homme au cœur de la nature et la nature dans le cœur des hommes. On agit sur 3 volets, sensibiliser un maximum de personnes sur les sujets environnementaux, et c'est ce qu'on essaye de faire ici. On agit également sur un accompagnement des entreprises et des collectivités parce qu'elles-mêmes ont besoin de dialoguer, d'échanger avec des personnes qui ont des regards différents. Et notre 3e volet, on facilite les projets environnementaux. Merci Mathieu. Et on s'entraide. On facilite les projets environnementaux. Et vous allez voir par exemple le Gohard, collecte et compost sont des projets qui sont facilités par HB. Qui est-ce qu'on a dans l'équipe? Je voudrais citer en premier, peut-être la plus discrète de la journée, mais Clara. On est très fiers d'avoir notre première salariée dans une association. C'est un vrai pas. Et c'est la petite main qui a beaucoup travaillé dans l'ombre pour que cette journée ait lieu. Donc vous avez Clara, vous avez Catherine aussi qui est Catherine qui a eu l'idée des 17 en échangeant avec Clara. Les 17, pourquoi? Parce qu'il y a 17 objectifs de développement durable. Et ils se sont dit, on va faire ça tous les 17. Donc rendez-vous le 17 mars, 17 avril, 17 mai, 17. C'est facile à retenir. Tous les 17, il y aura quelque chose. Vous avez également Maïder là-bas qui est dans l'ombre. Vous avez Pierre-Guy, vous avez Nadège qui vous a fait le quiz. Vous avez Eflam qui nous fait de la facilitation graphique. Gohard, Mathieu, moi-même. Il y a beaucoup d'autres amis de HBN qui sont venus présents. Donc, voilà. Donc pourquoi les 17? Tous les 17, on veut faire parler des différents sujets, échanger dessus avec des gens qui s'y connaissent très bien et des gens qui ont envie d'apprendre. Il est peut-être temps maintenant de savoir où vous en êtes, et après je vous présenterai quelques personnes qui sont face à vous, qui ont l'air de beaucoup en savoir sur le compost. On va peut-être commencer par savoir vous, où vous en êtes et qu'est-ce que vous savez de ce sujet qui est le compost. Est-ce que c'est un programme qui vous convient? Oui. C'est parti. Alors Nadège nous a préparé un quiz, vous pouvez scanner ce QR code parce qu'on est vraiment à la pointe du futur.
questions pour apprendre un peu à vous connaître, à savoir déjà où est-ce que vous vivez. Ah mais je vois ça. Donc on a des gens de Saint-Jean-de-Luz, de Cibourg, de Bayonne, Saint-Martin-Sénéan, Andaille, Aès, Biarritz, Sanglette. Les gens viennent de Andaille ici. Bah dis donc, je sais pas qui a fait la com, mais Saint-Jean-de-Luz. C'est Saint-Jean qui a fait la com. Ah là 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 là. Ah, mais génial. C'est pas loin. Seignos, Ouais. Anglais, Bayonne, Saint-Martin-Sénéan, c'est pas noté non plus. Bon, ça va, c'est à un quart d'heure. Ouais, bon. En voiture. Ah, c'est toi. C'est pas anonyme comme questionnaire. On est deux. Bidart Donc, aussi. On a Pays Basque, on a un peu du sud des Landes alors également. Et Seignos, qui n'est pas du tout du sud des Landes, mais impeccable. Alors, est-ce que tout le monde a répondu? On est bon? Alors ensuite. Alors, question suivante. Vous vous intéressez au compost en tant que particulier, professionnel, lombric, collectivité ou association? Je cherche le lombric. Qui a cliqué avec son petit bout du nez. Dans la fausse plante. Un lombric moderne. Le lombric qui revient. Hein, Il revient. On avait bien senti. J'ai réussi à le caser. Il a son rôle. C'était le défi du jour. C'est ça. Hop. Ah oui. Beaucoup de particuliers, quelques professionnels et quelques associations, ok. Ok, et on le verra avec la discussion, en fonction de notre situation, les solutions ne sont pas forcément les mêmes. Il existe tout un éventail. On va passer à la question suivante. Pour vous, le compost, vous êtes incollable sur le sujet, vous le pratiquez mais aimeriez en savoir plus. C'est un sujet qui vous intéresse, même si vous ne le pratiquez pas pour l'instant. C'est quoi ça? Je pensais qu'on allait déguster des compotes. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses possibles? Oui. T'as aussi envie de compote? Non, n'empêche pas l'autre. Bon, donc on a un bon nombre de personnes qui compostent déjà et aussi certains qui peut-être réfléchissent à s'y mettre. Tiens, il y a un expert, ben, génial. Mais oui, On va rajouter une chaise, l'échange de place. non mais c'est chouette et puis il y a aussi des sujets où il ne faut pas être modeste non plus. C'est très intéressant d'avoir des gens qui sont incollables parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient apprendre. Donc oui, faut pas de fausse modestie. Hein. Ok, donc on a, voilà, ça vous donne une idée un peu de qui nous sommes ici dans cette salle. Dernière question. En tant que citoyen, suis-je obligé de composter mes biodéchets, à votre avis? Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Si j'ai un peu de temps devant moi, si j'ai un ami maître composteur. Je suis content de ne pas voter à celle-là. Il y en a plein des amis composteurs. Oui, mais je ne sais pas la réponse à la question par contre. Bon, a priori, tout le monde a répondu. Il y a des petits cœurs partout qui montent, c'est très joli. Tu peux en mettre plein des cœurs. Ouais. Tu peux en mettre autant que tu veux. Bon, bah, top. Ok, donc a priori pour la majorité d'entre vous, à peu près 2/3, c'est obligatoire de trier, de composter ces biodéchets. Non, pas du tout. Il y a 1/3 qui c'est pas forcément obligatoire. Ok. Peut-être qu'on aura la réponse. En tout cas, moi j'aimerais bien l'avoir.
Le suspense. Parce qu'on a Teasing, hein. Donc là, vous pouvez poser toutes vos questions que vous avez sur le sujet du compost. Et en fait, celles qui vont revenir le plus souvent ou qui vont être... Vous pouvez liker les questions des autres. Qui vont être le plus likées, ben, on les abordera pendant la table ronde. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé tout de suite de poser toutes vos Non, questions non, parce ça qu'on peut a venir préparé pendant. en amont quand même certains grands classiques, qu'est-ce que c'est, comment c'est, etc. Et on va prendre à peu près 20 minutes, 25 minutes d'échange avec les experts et ensuite vous aurez peut-être les questions qui émergeront à ce moment-là et on regardera ce qui vous intéresse. Ok? Est-ce que vous êtes prêts, chers experts, à nous parler, à répondre à tout et en peu de temps? Oui. Ok, alors je vais vous présenter, ou peut-être vous pouvez vous présenter vous-même aussi, qui êtes-vous et en quoi est-ce que, voilà, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites, en quoi votre métier est-il à ce point rattaché au compost. Quoi, peut-être tu peux commencer? Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Goa. J'ai créé la société Chalo Compost qui propose des solutions aux particuliers, professionnels, dans divers domaines, alliant collecte chez les professionnels ou atelier et animation, voilà, sensibilisation auprès de tous les publics. Merci. Et je suis en anglais. Valérie, qui Bonjour, es-tu? je suis donc Valérie Darienne, je suis maître composteur au syndicat Habitat Garbi, donc ce matin je représente la collectivité. Le syndicat Habitat Garbi, c'est le syndicat de traitement des déchets. Donc ça veut dire une fois que votre déchet a été collecté, ce qui se passe pour lui. Ça c'est donc de la compétence du syndicat Habitat Garbi. Et donc en ce sens, on est facilitant en ce qui concerne le compostage, que même si on accompagne déjà au compostage depuis 2005 déjà, on a choisi d'étendre encore plus cette offre, notamment concernant l'obligation. On en reparlera tout à l'heure de mettre à disposition tous les moyens pour pouvoir vous accompagner pour répondre à cette obligation. Bien, merci. Et alors toi Mathieu, qui es-tu? Pour ce matin, en tout cas, je suis Mathieu, toujours. Je présente l'association Collecte et Compost. J'ai créé en 2020. J'ai été rejoint par Pierre Coche, qui est notre maître composteur, qui n'est pas là ce matin. Et Sophie, c'est une association qui a bientôt 4 ans, qui agit sur Saint-Jean, Cibourg, Urrugne, Gasquin, Saint-Pé, et qui s'adresse plus particulièrement aux professionnels, restaurateurs, cantines scolaires, hôpitaux, etc. Et on fait essentiellement de la collecte par mobilité douce. On va collecter en porte-à-porte avec des petits vélos et des carrioles, pour ensuite transformer en compost naturellement via des andins et faire du compost qui est utilisable en agriculture biologique. Merci. Toi Fanny, alors, qui es-tu? Bonjour à tous, merci HBN de me convier ici aujourd'hui. Contente de voir que les biodéchets attirent autant de monde. Donc effectivement, moi je représente Tribioval, une jeune entreprise qui est à Bidart et qui accompagne justement les entreprises, mais aussi les collectivités dans le choix et la mise en œuvre d'une solution de gestion des biodéchets. On verra qu'en fait, il y a plusieurs solutions de gestion des biodéchets. Et donc voilà, l'idée c'est d'essayer de promouvoir aussi le compostage avec cette ambition. Je rejoins Pierre de promouvoir l'utilisation du pardon, je suis tellement habituée à être avec Pierre. Il est avec nous. Excuse-moi Mathieu. Non mais de promouvoir l'usage du compost mûr en agriculture, en maraîchage, pour nourrir nos sols. Eh bien, merci à tous et on va commencer par cette question qui est peut-être évidente mais pas tant que ça. Et je pense que Gloire, tu seras la bonne personne pour y répondre. En fait, le compost, c'est quoi? Alors, le compost, c'est quand vous vous promenez dans la forêt, c'est le créateur du compost en fait, à la base. L'humus que vous avez sous vos pieds, c'est le compost par excellence. À la forêt, tout ce qui tombe, ça pousse de lui-même, pas besoin d'additifs pour le faire pousser. Voilà. Donc l'humain, il s'en est inspiré pour accélérer le processus et enrichir le sol avec le compost.
Donc qu'est-ce que c'est que le compost? C'est tous les biodéchets, tout ce qui est matière organique qui se décompose en éléments simples pour être assimilés plus facilement par les plantes. Et ça ne s'arrête pas là, et il y a aussi tous les micro-organismes qui le composent, donc tout ce qui est bactéries, champignons, colamboles, vers de terre, etc. Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a une dimension qui est déchets et il y a une dimension qui est ressources pour le sol, c'est ça? Ah oui, tout à fait. C'est un amendement pour le sol. Ok. Alors maintenant sur justement cette dimension qui est biodéchets ou ressources pour le sol, moi je voulais me rendre compte aussi face à ce sujet-là, à l'échelle de notre territoire, à l'échelle du Pays Basque, en fait, quel volume ça représente, quelle quantité ça représente, et peut-être que Valérie, toi au niveau de Biltagarbi, tu as des idées, ça représente quelle masse, c'est quoi en fait pour le Pays Basque et c'est quoi pour un citoyen moyen au Pays Basque? Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça représente comme quantité et pourquoi c'est un sujet Oui, qu'il faut parce qu'en regarder? fait, réglementairement, il y a une définition de ce qu'est le biodéchet. Donc, c'est tout ce qui est déchets de préparation de repas, donc vos épluchures de fruits, de légumes, marc de café, sachetées, etc. Les retours de table, donc ça, ce sont les déchets alimentaires, et vous avez aussi les déchets verts. Donc, tout ce que vous allez produire dans votre jardin, les espaces verts, etc. Donc ça, c'est la définition réglementaire de ce qu'est un biodéchet. Tous ces biodéchets qui vont être contenus dans votre poubelle d'ordures ménagères peuvent être, s'ils ne sont pas détournés en compostage, peuvent être réceptionnés dans les ordures ménagères. Et donc sur Canopia, c'est à peu près 90 000 tonnes d'ordures ménagères que nous produisons tous sur le territoire. Et sur ces 90 000 tonnes, la poubelle est à peu près composée de 26% à peu près de cette fraction fermentescible, donc biodéchets, présents dans nos ordures ménagères. Donc on a des un quart de ma installations poubelle, sur le territoire. un quart de ma poubelle, c'est du Un tiers de biodéchet ma ou de la poubelle. bioressource. Un tiers de ma Un poubelle. tiers, ouais. Donc voilà, avec des installations, alors là je ne sais pas si je vais un petit peu trop loin, mais on a juste des installations en fait qui existent et qui font qu'avec cette fraction fermentescible présente dans nos ordures ménagères, on va éviter déjà d'avoir recours à l'enfouissement pour cette matière organique qu'il est très important de redonner à nos sols, puisqu'on a tendance à les appauvrir, puisqu'on ne fait que leur demander sans leur en redonner. Donc là, l'intérêt est là aussi. Et donc on va produire et du compost et du biogaz. Donc essayer de valoriser au maximum cette poubelle d'ordures ménagères pour avoir le moins possible à la mettre sous terre. Ce qui m'avait marqué quand on a discuté tout à l'heure, c'était de se rendre compte que c'est 23 000 tonnes. Donc un jour on les transporte, ces 23 000 tonnes, avec Ouais. des camions, avec des bennes, C'est avec ça. des... Et donc l'intérêt du tri à la source, c'est effectivement de valoriser le déchet là où il a été produit pour éviter qu'il ne se balade dans des camions, etc. Donc c'est pour ça que notamment en termes de collectivité a été fait le choix d'étendre au maximum la proposition du compostage de proximité et donc essayer d'être facilitant en mettant à disposition des équipements qui sont maintenant gratuits. Merci. Si, Fabien, ouais. je peux rajouter un tout petit Bien truc, sûr, c'est vas-y. que nos déchets, donc c'est un tiers de nos poubelles ex-poubellement, on va dire. Et un biodéchet, c'est 90% d'eau. Il faut aussi se dire que si on trie et qu'on valorise près de chez nous, c'est autant d'eau qu'on ne transporte pas à grands frais environnementaux et financiers sur des sites lointains. Oui, quand tu dis financier, c'est aussi nos impôts, donc moins de déchets, moins d'impôts. Enfin, c'est important d'en parler aussi, moi j'y pense. Nous, on ne fait pas la promesse de ça, mais... Non. Ça engage pas. Bon alors peut-être pas. Et peut-être toi Fanny, tu pourras nous renseigner. Maintenant il y avait cette question sur, voilà, en tant que particulier, je suis obligé, je suis pas obligé. En fait aujourd'hui, la réglementation a évolué en 2024. Qu'est-ce qu'il en est? Ouais, alors c'est vrai qu'effectivement, il y a la réglementation qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2024, qui oblige effectivement à faire le tri et à valoriser ces biodéchets. Il faut savoir que cette réglementation, elle n'est pas toute récente, elle est quand même issue déjà d'une directive européenne qui a maintenant plusieurs dizaines d'années, qui a été, qui s'est saisie par le gouvernement français au moment du Grenelle de l'environnement. Donc ça remonte déjà aussi, là encore, il y a quelques années, pour essayer
de travailler sur les émissions de carbone, sur la valorisation des sols. Et donc en fait, ce sont d'abord les entreprises, les professionnels qui ont été soumis donc, à cette obligation de trier à la source leurs biodéchets et de les valoriser. Donc en fait, il y a deux grandes solutions de valorisation, le compostage, et Valérie en parlait aussi, la méthanisation. Donc ce sont les deux solutions principales qui aujourd'hui doivent être saisies pour permettre un retour au sol de cette fameuse matière organique. Donc en 2012, les entreprises ont déjà dû mettre en place des solutions pour trier leurs déchets alimentaires. En 2000, plus récemment, en 2020, en fait, la réglementation s'est mise en place par étapes et depuis 2024, tout le monde, effectivement, est aujourd'hui obligé de faire le tri des déchets alimentaires. Et c'est là où, en fait, effectivement, on voit qu'il y a différentes solutions, de la collecte ou du compostage. Et c'est vrai que le compostage, c'est une façon de traiter ces déchets localement sur le lieu où on les produit. Donc je dirais que si on se place du point de vue des citoyens, c'est avant tout le tri des déchets alimentaires qui est obligatoire. Et comme le disait Valérie, ce sont bien les collectivités qui sont obligées de mettre des solutions à ces citoyens pour trier et composter leurs déchets alimentaires. Et dans les échanges qu'on avait eu tout à l'heure, j'ai bien aimé que tu refasses un historique parce qu'en fait, il y a déjà des actions, il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Et j'ai l'impression que peut-être qu'on parlait du compost il y a 15 ans, il y aurait eu 5 personnes dans la salle. On parle du compost aujourd'hui, on a 40 personnes qui sont là. Donc il y a à la fois la dimension prise de conscience des citoyens, des entreprises et des collectivités, et cette dimension réglementaire qui vient également appuyer cette transition. Okay. Donc que ce soit les entreprises, je comprends bien, elles ont une obligation de tri, les professionnels, et il y a également au niveau des citoyens, c'est la collectivité qui doit faciliter et leur proposer des solutions. Okay. Je vous propose du coup de parler de ces deux branches. Peut-être Mathieu, tu pourras nous parler de comment ça se passe quand on a un professionnel, quel type de professionnels en fait sont concernés, qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces professionnels et qu'est-ce qu'ils font. C'est qui déjà ces professionnels concernés en fait? C'est super simple, c'est tous. C'est tous, enfin tout producteur de biodéchets, on a rappelé la définition tout à l'heure. Donc à partir du moment où vous avez une cantine par exemple dans votre entreprise, vous êtes producteur de biodéchets, vous êtes responsable de trier, mais aussi vous êtes responsable de la valorisation, d'avoir une solution de valorisation. Alors parmi les solutions, il y a effectivement la collecte en porte-à-porte, j'en parlais tout à l'heure. Si vous n'avez pas la solution dans votre entreprise pour mettre un composteur in situ, j'y reviendrai, vous pouvez trouver des entreprises et des associations qui viendraient collecter dans votre entreprise les biodéchets que vous aurez mis dans un endroit dédié à ça et on viendrait prélever à une fréquence entendue entre vous et nous. On collecte, on valorise et on vous facture généralement mensuellement. Sinon il y a le compostage in situ. Composter in situ, c'est-à-dire qu'on vous met un composteur, on vous vend un composteur, on vous forme aussi, parce que s'il y a des maîtres composteurs ici, c'est que ça requiert des compétences, donc les maîtres composteurs et maîtresses composteurs. Il y en a qui disent Pas maîtresse forcément très jolie d'ailleurs, composteuse aussi. Je vais rester sur maître composteur, viennent former l'entreprise avec des référents et expliquent comment on peut faire du compost correctement. Si jamais ça, vous n'avez pas les moyens, pas la volonté dans votre entreprise, ce qu'on peut faire aussi, c'est installer le composteur et nous intervenir chaque semaine pour venir traiter directement vos déchets sur place. L'avantage, c'est que le compost qui est fait sur place, ensuite il peut être utilisé par les salariés d'entreprise. sans être normé. Sans être normé pour le coup. Ouais. Et peut-être Valérie, tu peux nous parler, là on a bien parlé de la dimension professionnelle avec à la fois l'obligation qu'ils ont de faire ce tri et puis comment on peut, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ça se passe auprès des particuliers en fait avec peut-être des personnes qui ne savent pas encore comment s'y prendre, ne savent pas comment démarrer. Qu'est-ce qui est proposé par la collectivité pour les aider à faire ce compostage à la source? Parce que même si c'est vrai que ça fait très longtemps que les collectivités vous accompagnent, il n'empêche qu'avec cette réglementation, voilà, on est un petit peu quelques-uns en panique pour ce que l'on doit faire. Donc l'obligation, effectivement, repose sur les collectivités de vous proposer des solutions. Il n'empêche que vous, en tant qu'éco-citoyen, vous avez ce devoir aussi de trier à la source. De la même manière qu'on doit trier nos emballages et nos papiers,
On le demande depuis 92. Donc, je sais qu'on en retrouve encore quelques-uns aux ordures ménagères. Mais le biodéchet, c'est la même démarche. On doit l'extraire de notre poubelle noire. Et pour ce faire, si vous habitez en maison, ben, vous pouvez vous rendre au centre technique de l'environnement, en tout cas si vous habitez sur le pôle CBA, mais il est vrai, vous trouvez en fonction des différents pôles, vous pouvez aller retirer votre équipement. Donc maintenant la gratuité a été votée puisqu'on veut être facilitant aussi. Donc vous pouvez aller retirer votre équipement individuel, que ce soit le composteur ou alors le lombricomposteur. Donc je suis un petit peu plus, c'est pas tout à fait une des... c'est une proposition qu'on propose, même si elle ne répond pas forcément à la réglementation, mais elle vous donne au moins la possibilité de valoriser vos biodéchets si vous habitez en appartement. Mais vous pouvez également, avec votre syndic et avec accord de l'AG de votre copropriété, mettre en place des composteurs collectifs sur les espaces verts de votre immeuble, de votre résidence. Et en dernier recours, si on n'a pas l'accord de principe, si on n'a pas d'espace vert dans la résidence, on conventionne aussi avec les villes pour pouvoir mettre à disposition, c'est vrai sur Bayonne, mais s'il y a une personne d'Andaille, on a mis aussi dernièrement des composteurs de quartier. Donc si toutes ces solutions ne peuvent pas être amenées, on peut également conventionner avec la ville et proposer des composteurs de quartier. Alors là, c'est de la même façon une démarche qui s'accompagne, un équipement mis en place sur les espaces de la commune avec formation de référents, accompagnement, suivi, etc. Donc quel que soit l'endroit en fait où vous habitez, vous avez une solution pour pouvoir valoriser vos biodéchets. Merci. Et ben, une fois qu'on a cette solution, qu'on a notre composteur, peut-être Goar, tu pourrais nous donner 2-3 conseils sur, ça y est, j'ai sollicité la collectivité, ils m'ont expliqué, ils m'ont posé mon composteur, en fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets dedans, qu'est-ce que je mets pas dedans, comment je fais, les 3 grands trucs à retenir pour que globalement ça se passe bien. S'il y avait trois clés à retenir, ça serait lesquelles? Alors, les 3 gestes à avoir quand on composte, c'est très simple en fait. Vous mettez vos biodéchets, vous mélangez avec ce qui est déjà en place et vous recouvrez avec du broyat. Voilà. Il faut savoir qu'il faut respecter un équilibre entre la matière carbonée et la matière azotée pour avoir un bon compost et éviter qu'il y ait un manque d'air ou un manque d'humidité, parce qu'il faut penser qu'il y a des micro-organismes dans le composteur qui sont aérobies, qui sont habitués à, comme nous, ils mangent, ils boivent et puis ils respirent. Et ils ont besoin d'air. Donc mélanger, il faut mélanger pour aérer le composteur. On appelle ça le brassage. Voilà, les gestes sont super simples. Et, Tu peux définir le broyat, s'il te plaît? Comment? Définir le broyat, s'il te plaît. Alors, le broyat. Bon, moi j'appelle ça broyat, mais il faut dire que vous pouvez aussi mettre tout ce qui est matière carbonée de chez vous. Donc il y a le broyat, vous pouvez mettre des feuilles mortes, vous pouvez mettre du carton marron, très apprécié par les vers de terre, justement, parce qu'ils aiment bien se cacher dedans. Ou les rouleaux de papier toilette, Sobalin, etc. En tout cas, ce qui est bien avec les composteurs, c'est que vous pouvez également valoriser vos biodéchets des jardins dans le composteur. Il suffit juste d'avoir un broyeur pour broyer vos branchages de taille de haie, etc. Et en fait, ça permet de rester en circuit court, vraiment valoriser le maximum de vos biodéchets près de chez vous. Merci. Et moi j'ai cette question, peut-être Mathieu, ce sera toi qui pourras nous y répondre. Une fois que... alors je sais qu'il y a beaucoup de subtilités, c'est pour ça qu'on a des maîtres composteurs qui pourront répondre à des questions sûrement plus précises à propos des épluchures d'agrumes. Mais dans les grandes lignes, il y a des matières organiques, il y a du brin, et on fait son compost. Et après ce compost, en fait, qu'est-ce que je peux en faire? Parce que moi je m'en rappelle d'ailleurs, quand j'étais à Pau, j'ai mon gros tas de compost, bon, c'est super. Et quand il est... En fait, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le valorise? Qu'on soit professionnel, particulier, peut-être Mathieu, tu peux nous expliquer ensuite qu'est-ce que ça vaut et qu'est-ce qu'on en fait. On peut mettre dans sa poubelle noire pour s'en débarrasser. Mais là, on n'a rien compris. Blague à part, il y a plusieurs temps dans l'année. Alors,
Alors si vous êtes jardinier, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous faites le jardin, le potager à partir d'avril-mai jusqu'à septembre, octobre. Et on arrive encore à faire des tomates jusqu'à octobre. L'été dernier, c'était encore faisable. Nous, ce qu'on propose avec Collecte et Compost, c'est de se dire qu'il y a deux grands types de compost. Le compost un peu grossier, que vous aurez fait sur l'hiver, pour faire simple, et que vous allez pouvoir mettre au sol pour préparer le potager. Et le laisser se décomposer encore au potager de novembre à mars. Donc ne pas forcément avoir attendu qu'il soit totalement décomposé. Vous le posez sur votre sol et du coup il va nourrir le sol et attirer toute la faune microbienne, les vers de terre, etc. Ça c'est, selon moi en tout cas, la meilleure des solutions. Si vous avez un carré potager, vous commencez à partir de novembre-décembre à déposer votre compost, vos biodéchets directement sur le sol. Avec du brun, dont vient de parler Govard, carton, bois, etc. À partir de avril-mai, quand vous êtes prêt à faire vos semis ou transplanter des plants que vous avez achetés ici ou là, vous avez préparé un baudet, là il faut mettre du compost qui soit déjà à maturité, donc qui est à peu près 9 mois de maturité. Et qui ait bien été brassé, parce que si vous ne brassez pas, on ne fait pas travailler correctement la vie microbienne, on fait du méthane plus qu'autre chose, et on fait des biodéchets qui vont être, j'allais dire purulents, c'est pas le bon terme, appelle-moi, qui vont se suinter, qui ne vont pas être du tout souhaitables au jardin. Sur de la fermentation. Fermenté, merci. Fermenté, bon. Vous notez que moi je ne suis pas maître composteur, donc je ne sais pas les termes. Mais voilà les deux grands usages pour moi. Préparer le potager sur automne-hiver, avec du compost qui n'est pas totalement prêt, et puis préparer ces transplantations et ces semis au printemps avec du compost qui est déjà totalement prêt. Merci. Et Fanny, je pense que la dernière question sera pour toi, et puis après on aura les questions du public. Ce que j'aime bien en observant le compost, c'est que finalement, en laissant travailler la nature, parce qu'on a réfléchi de façon intelligente, on s'économise de dépenser de l'énergie, du pétrole, des gaz à effet de serre, etc. à transporter, et on fait travailler le micro-organisme du sol, en fait, qui sont bien contents de le faire parce qu'on leur donne à manger. Donc on est dans une sorte de collaboration. Et cette question de grande ouverture, le lombric étant notre meilleur ami, quelle leçon est-ce qu'il aimerait nous donner à nous en tant qu'humains? En quoi le lombric vient nous donner une grande leçon? C'était pas dans les préparations, mais je sens que tu es la bonne personne pour ça. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner en nous voyant composter? En quoi ça nous parle de notre rapport aux déchets, à la vie? Donc j'ai essayé de sortir de la tête du lombric là 2 secondes, prendre un petit peu de recul. Effectivement, je dirais que je ne sais pas où vraiment tu veux m'amener, mais en tout cas, c'est vrai que ces déchets alimentaires, ces biodéchets dont on parle, sont plus clairement des ressources pour nos sols, pour la faune effectivement du sol. J'ai appris pas mal de choses grâce à Nicolas hier. Sur la fresque du sol, une des grandes menaces aujourd'hui, au-delà du dérèglement climatique, la perte de la biodiversité, c'est la perte de la matière organique dans nos sols. Et c'est vraiment ça qu'il faut essayer de remettre dans nos sols pour refaire vivre cet habitat, et ça va nous protéger de tous ces aléas climatiques. Et donc en fait on a des ressources dans nos poubelles pour pouvoir agir sur le sol. Et c'est vrai que voilà, je dirais en gros, faut qu'on considère que trier ces biodéchets, c'est écologique, c'est économique, et puis je rajouterais cette petite notion de sociale, c'est-à-dire que effectivement composter dans son jardin, c'est effectivement limiter son empreinte carbone, limiter des transports, c'est redonner à son sol cette matière organique qui est de plus en plus faible. Mais c'est aussi, quand on fait du compostage partagé, c'est créer des liens, échanger comme on échange aujourd'hui, etc. Donc trier et composter ces biodéchets, ouais, voilà, moi je dirais qu'il y a trois avantages. Je peux rajouter. Tu parles très très bien lombric, bien sûr. J'ai juste besoin de Clara. Ah. Oui, bien. Faire une démonstration. En fait, il faut savoir que les micro-organismes qui sont dans le composteur, ils découpent, comme j'ai dit, en éléments simples
Mais c'est pas vraiment les éléments, c'est pas des molécules, c'est des ions plutôt. Et en fait, bon, c'est très scientifique. Moi, c'est le côté que j'adore dans le compostage. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'ion? C'est les éléments signés, donc plus et moins. Vous connaissez tous le magnétisme, l'électricité statique, etc. Voilà, pardon. On va faire ça. Donc, vous voyez que là, j'ai de l'électricité statique. Voilà, merci. Il faut savoir que ces éléments, en fait, ils sont très difficiles à fixer à de l'argile, donc tout ce qui est calcium. Et le lombric, enfin le ver de terre en général, c'est le seul animal qui arrive à fixer, parce que dans son tube digestif, il a un système qui permet à fixer les éléments à du calcaire. Donc, quand il pleut, ça évite le lessivage des sols. Parce que l'eau, c'est un aimant en fait parfait et dès qu'il pleut, ça attrape tous les ions et ça part dans les nappes phréatiques, ce qui n'a pas de sens. Donc, vive le lombric. Merci Loa pour l'expertise. Pour être assez simple aussi, on s'émeut beaucoup, et à juste titre, de la disparition des abeilles. De la même manière, s'il n'y avait plus de lombric, parce qu'on ne se pose jamais la question, mais on va toujours se balader en forêt alors que le cycle de la nature se fait et que les feuilles poussent et que les feuilles tombent, et qu'il se trouve qu'on empêche qu'on arrive toujours à marcher sur un joli tapis en forêt. Tout ça, c'est grâce au lombric, donc il a vraiment un rôle important. C'est lui qui construit nos sols, donc mais voilà, c'est juste s'émouvoir aussi de toute cette nourriture qu'on ne lui redonne pas, et que lui a la capacité, comme tu le disais, à transformer, et puis ne pas oublier que il nous offre quand même un terrain pour pouvoir faire pousser éventuellement ce que l'on mange, quoi. Pour vivre, tout simplement. On a besoin de lui pour manger. Je veux bien monsieur. aussi- Ah, bien sûr. Je sentais, bien sûr. D'abord, j'entends qu'on est lombrico-dépendant. Voilà, retenez tout ce qu'on voit notre vie au lombric, mais je le dis en plaisantant, mais c'est assez vrai. J'avais appris moi que c'est la plus grande biomasse vivante au monde, c'est-à-dire que si vous pesez tous les lombrics, ça pèse plus lourd que tous les éléphants, que tous les êtres humains, que toutes les baleines, que tout ce que vous voulez. Donc non seulement on en est dépendant, mais en plus, si jamais ils sortent tous de terre, ils vont nous faire peur. Il faut retenir ça. Si on parle environnement, et si on essaie de faire des belles phrases, chez HBN, on dit souvent qu'on doit rendre à la nature une partie de ce qu'elle nous a donné. Vous entendez des termes très marketing, notamment sur la régénération. Pas mal d'entreprises aujourd'hui cherchent à être régénératives, etc. Rendre son déchet au sol, c'est régénérer le sol, donc régénérer la vie. Aujourd'hui, il y a deux grands puits de carbone, pour faire simple. Il y a les océans et il y a les végétaux. Les végétaux ils poussent dans le sol, sauf preuve du contraire. Donc à nous nourrir ces sols-là, à nous aussi, pardon, parce que la forêt le fait très bien, le cycle naturel le fait très bien. Nous, jusqu'à aujourd'hui, on enlevait de la matière au sol pour nous profiter, et on oubliait de la remettre, pour faire simple. Donc aujourd'hui, on nous propose, la loi nous oblige à remettre cette matière au sol, finalement, pour continuer à vivre. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais j'espère que ça a répondu à un certain nombre de vos questions, mais il y en a peut-être auxquelles on n'a pas répondu. Alors, je vois qu'il y a des doigts qui se lèvent, je vois qu'il y a peut-être des choses également là, des questions. Je vais commencer par le doigt le plus rapide qui s'est levé, et puis après... Ah ben oui, pose-nous ta question. Ouais. Bonjour, Cathy, enchantée. Voilà. Alors du coup, moi j'ai deux questions en fait en une. Est-ce qu'il y a des légumes, des fruits, enfin de tout ce qu'on peut déposer dans le compost qui sont proscrits? Parce que je ne suis pas ultra végétarienne, donc je ne connais pas tout. Et donc je ne prétends pas tout connaître. Donc j'ai entendu qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas mettre. Donc, est-ce que c'est vrai et lesquelles? Et ensuite, sur quel sol? Par exemple, est-ce que moi, j'ai épluché mes carottes, est-ce que je peux les mettre sur le sol? Si oui, lequel? Tous ou pas? Et puis, je peux les mettre aussi dans le réservoir de ma voiture, d'après ce que j'ai compris. Non, je peux. Lequel d'entre vous a envie de répondre à cette question, c'est-à-dire, y a-t-il des aliments à proscrire, ou des éléments à proscrire d'un compost? Et le... Bonjour Cathy, enchantée. Et normalement, dans un composteur, on peut mettre tout ce qui est matière organique. Après, ça dépend. Par exemple, si c'est un lombricomposteur, on va éviter l'ail et l'oignon parce que c'est des vermifuges. Donc, on ne va pas faire fuir le lombric quand même.
Les agrumes, ils sont pas fans, donc on va les retrouver comme on les a mis. Les cerneaux de noix non plus, parce que c'est très difficile, c'est pas les nobriques qui le décomposent, mais les champignons. Voilà. Suivant le composteur, il faut se renseigner. Ensuite, dans un composteur de jardin, on peut tout mettre. Si vous êtes un particulier qui est en jardin, vous pouvez tout mettre. Vous pouvez même mettre de la viande et du poisson, du moment où le tas de compost il est déjà bien fait et que tous les micro-organismes sont faits. Ensuite, c'est pas conseillé quand c'est un composteur partagé ou collectif, parce que si on le fait mal, il y a des gestes en fait. Une fois que le composteur il est bien fonctionnel, il faut faire un trou, mettre la viande, enfouir bien et puis couvrir par-dessus. Donc si on ouvre cette porte dans les composteurs collectifs et partagés, ça risque de mal fonctionner. Et c'est les référents de site en général qui décident, parce que c'est eux qui gèrent le composteur et c'est eux qui vont vous dire si vous pouvez ou pas, s'ils ont envie de le gérer. Merci. Voilà. Une question. Alors, comment l'utiliser? Je pense qu'on en a parlé. On va passer à Ah oui, la pardon, j'ai pas répondu. Ah oui, et si tu veux mettre tes épluchures de carottes dans ton jardin directement, tu peux le faire. C'est le meilleur moyen de composter. Par contre, il faut vraiment que tu le couvres par de la matière sèche pour éviter de voir des mouches ou des rats venir. Et pour aussi optimiser le compostage. Matière sèche, c'est-à-dire feuilles mortes, branchages broyés. Ah, des branches? Oui, oui. Si t'as pas peur, tu peux mettre du carton aussi. Si t'as pas peur qu'on dise ah oui, elle est sale, elle est son goût. Non, ce serait pas Voilà. mon jardin, pas de jardin, bien sûr. La tonte de pelouse plutôt sèche du coup. La tonte de pelouse, il vaut mieux le laisser sur place. Faire du mulching ou tu tonds et tu laisses sur place, comme ça va renourrir ton sol. Je vais rebondir sur la tonte de pelouse, c'est une matière azotée. Pour faire simple, quasiment tout ce qui est vert c'est de l'azote et ce qui est marron c'est du carbone, et vous l'avez entendu tout à l'heure. L'objectif c'est une recette, c'est d'avoir le bon ratio carbone-azote. Je l'ai pas dit. Tu l'as un peu dit. Oui, Et donc, vous pouvez, alors c'est toujours mieux de laisser votre pelouse sur la tonte sur votre pelouse pour le mulching, si jamais ça vous embête parce que c'est disgracieux, etc. On peut entendre toujours, donc vous pouvez bien le mettre au compost. Mais c'est de la matière azotée, comme si vous mettiez des épluchures de légumes. Donc il faut compenser avec de la matière carbonée. Le carton, les feuilles mortes qui se dégradent dans le temps, le bois, etc. On va prendre, je vais reprendre dans l'ordre, parce qu'il y a une question concernant l'agglomération et qui concerne les gens qui sont en appartement. Donc comment est-ce que l'agglomération organise ou peut organiser des espaces de récupération des biodéchets, en particulier pour les gens qui n'ont pas de jardin? Comment on peut faire? Comme je l'expliquais tout à l'heure, nous on est parti, l'agglomération, le syndicat Vitagarbi, donc sur plutôt du compostage de proximité. Je rappelle le tri à la source, donc soit compostage, soit collecte. Pour l'instant encore, il n'y a pas eu de décision prise en ce qui concerne de la collecte, qui serait éventuellement des points d'apport volontaire ciblés comme vous pouvez avoir sur les emballages, et qui serait proposé pour un certain type d'habitat avec un certain nombre de foyers, et que peut-être la collecte aurait lieu. Donc, mais sinon après il y a d'autres associations qui le proposent. Donc nous en tant qu'agglomération pour cette année 2024, en tout cas il n'y aura pas de collecte. Et en ce qui concerne les solutions de compostage, je l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être du compostage en pied d'immeuble. Donc on est assujetti à l'accord de principe en AG, donc ça veut dire que la copropriété doit être d'accord pour que des composteurs soient positionnés sur les espaces verts. Et à partir de là s'enclenche le positionnement des composteurs, la formation des référents. Alors nous, on a une méthodologie qui est mise en place depuis très longtemps, puisqu'on le propose depuis 2012, mais avec des consignes qui peuvent paraître un peu restrictives, mais parce que ça reste sur de l'engagement citoyen, donc il faut que ce rôle aussi soit le plus simple possible, parce que c'est jamais sympa d'aller mettre la main dans les déchets des autres, parce que déposer ces biodéchets, on aura souvent beaucoup de monde à vouloir le faire, mais par contre suivre les équipements peu. Donc il faut aussi prendre en compte la bonne volonté de ces personnes-là, donc des consignes simples pour essayer de fédérer le plus possible, et puis essayer d'avoir le moins d'erreurs possible aussi. Donc si je suis citoyen et que j'habite en appartement,
je peux te contacter voilà, ou exactement. comment je fais? Voilà, c'est ça. On voit déjà avec son syndic. Donc moi, je vous dirais, essayez, inscrivez-le à l'ordre du jour de votre AG. S'il y a l'accord de principe qui est voté, bah après ça s'enclenche. On se rencontre pour le positionnement, pour la mise à disposition des équipements, la formation des référents, la remise des biosos, l'information aux habitants. Enfin voilà, il y a tout un process qui se met. Combien ça coûte ça? Oui, voilà. Alors justement, depuis avant, c'était une participation qui était demandée, puisque c'était déjà des équipements qui étaient subventionnés. Et depuis ce 1er janvier 2024, donc le choix a été fait par les élus de le proposer gratuitement. Donc ce sera assez transparent. Je dirais peut-être l'achat de la fourche bêche pour la copro, mais sinon on remet les composteurs, on remet les biosos et l'accompagnement par la collectivité, parce que c'est pas simplement former le référent et puis après on se voit plus. On tente de se voir régulièrement. Il me semble Des que... composteurs et des biosos, et il faut acheter la fourche bêche pour le brassage. Oui, mais l'autre, les fourches bêches. Ah, Oui. les fourches bêches. Ouais, la fourche bêche pour brasser, on l'a vu tout à l'heure, puisque c'est un équilibre c'est de gratuit matière aussi, qu'il faut tout ça. mélanger. Et non, ce sera juste ça encore pour l'instant à la copro. Tu as une estimation à peu près? La fourche bêche? Ouais. Bah, je sais pas. Je dans vends les 20 ça euros, à un truc comme mes, ça. 20 euros peut-être? à mes collègues proprios. Voilà. Et vous aurez... Mais sinon après on peut peut-être essayer d'en troquer. Non Alors, vous aurez tous un récapitulatif des chiffres clés dont on a parlé, avec également le nom des intervenants. Et vous voyez que ça soulève également plein de questions et que chaque fois on est dans des cas particuliers. Il n'existe pas une solution qui convienne à tout le monde, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Mais en fait, avec ces 4 personnes, vous pourrez aller plus loin dans des discussions en disant bah, moi je suis dans telle configuration, moi je suis dans tel cas. Comment est-ce que je peux faire? Et bien entendu, ça commence par un diagnostic, un dialogue, et ensuite trouver la solution qui vous convient idéalement. Maïder, une question, et puis ensuite peut-être qu'on passera au moment des ateliers. Les ateliers étant amenés à réfléchir à comment je peux faire moi dans mon cas. On va faire des tables spécifiques où vous pourrez vous retrouver avec aussi chacun des experts et avoir peut-être des dialogues plus proches. Dernière question, Maïder. Juste une question sur les collectifs, parce que finalement, une commune comme Bayonne a énormément de collectifs. Combien de syndics acceptent-ils de mettre quelque chose en place à leur niveau et de passer le pas? Parce que finalement, vous dites il faut adresser ça aux syndics. C'est un bon nombre, vous n'allez pas vraiment en entendre parler ou les prendre en charge. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a comme levier avec autant de collectifs à Bayonne pour pouvoir avoir cette mise en place et ce pas qui soit franchi pour pas être justement dans le fait d'avoir un collectif ou un syndic qui disent non. J'aimerais tellement avoir la solution. Je l'ai pas. On va y avoir un travail de aller solliciter les syndics et puis communiquer sur c'est possible, lever les craintes et tout ça, mais c'est sûr que pour l'instant encore on ne peut pas faire malgré tout contre cet accord de principe en AG, donc essayer toujours de la communication, de la sensibilisation, communiquer aux gens que c'est possible, que ça se fait, lever les craintes et tout ça, mais après il y a toujours des personnes qui se seront contre et ça on peut rien faire, on peut pas arriver sur les espaces verts des gens et leur dire nous on vous met un composteur et maintenant vous devez composter quoi. Je sais pas, en tout cas les syndics aujourd'hui finalement on leur laisse, il y a une décision qui est législative le 1er janvier 2024 et finalement on laisse la porte aux syndics de décider si oui ou non ils ont envie de prendre ça. C'est la copro qui décide encore. En soi, pourquoi ils ont ce choix de décision alors qu'il y a une loi et ça ne devrait pas être bon à l'adaptation et au bon choix de chacun et d'avoir des collectifs de centaines de personnes qui sont réunis par quelqu'un qui a juste pas envie de s'en mais comme ça reste malgré tout de l'espace privé, on peut pas décider pour eux quoi. On a encore fait les frais ou quelquefois, il a fallu enlever ou déplacer parce qu'il y a des personnes qui estiment encore que c'est sale, que c'est moche, que c'est, il y a un peu tout quoi. Et ça me fait assez râler comme ça d'ailleurs. Parce que j'ai eu une petite expérience il n'y a pas longtemps, mais encore un petit peu, voilà. Ce qu'on essaye de voir et pourquoi on a aussi tant de gens qui sont réunis autour de la salle, c'est que sur toutes ces problématiques environnementales, il y a des gens qui sont convaincus, qui sont de l'avant pour qui c'est évident, et il y a encore
une frange de la population pour qui c'est pas évident, qui n'ont pas envie d'avancer pour plein de raisons et qui sont sûrement complètement compréhensibles. Et c'est comment on engage un dialogue et comment on trouve des solutions qui sont spécifiques à tel et tel cas. Et c'est ça que j'aimais bien dans la pluralité des personnes qui sont là. C'est important d'avoir une pluralité de solutions. Et moi, je vais devoir vous laisser. Et enchaîner sur les tables rondes. Non, il y a un petit quiz avant. Ah, il y a encore un quiz avant? Est-ce que tu l'animes le quiz? Oui. Tu l'animes? Alors moi, vous comprenez, j'ai des engagements personnels, donc je dois vous laisser tous, mais vous avez Nadège qui fera le quiz suivant, et puis ensuite qui vous proposera un temps autour de table spécifique où vous aurez des dialogues précis. Et si ensuite vous avez encore des questions plus particulières et que ces messieurs dames sont disponibles, peut-être vous pourrez continuer au soleil à en parler. Et juste les questions qu'on a posées, il y a une dizaine de questions, elles seront adressées quelque part? Ben, je sais bien qu'il y a une dizaine de questions, mais malheureusement, on est tous là et dans le temps imparti, on n'aura pas le temps de faire toutes les questions. Peut-être, ce qui est possible, vous savez ce qui est possible? Non, ce qui est possible, c'est que ces questions-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on se les garde, puisqu'elles sont là et qu'elles sont pertinentes et qu'elles vous concernent, et qu'on y réponde. Il y a un mail de suivi derrière? Oui, Justement, dans le quiz, ça nous a permis en fait d'avoir vos adresses mail, hein, de pouvoir vous écrire et de suivre, de vous envoyer une boîte à outils avec des références comme les livres qui sont posés ici, des références des podcasts, des vidéos, des choses auxquelles vous pouvez vous référer. On en profitera pour poser les questions et y répondre. On aura également les belles ressources que Flamme est en train de créer, c'est-à-dire toute la facilitation graphique qui sera prise en photo et qui sera accessible dans la boîte à outils. Donc ça vous permettra d'avoir des infos, de partager et de continuer à composter et à conquérir. Parce que je vois qu'il y a des questions qui sont très pointues, 100 mètres carrés, etc. Oui, oui, ça vaut le coup de... Moi j'ai la réponse aux 3 premières, ça va être simple. Faut-il arroser le compost? Non. Peut-on mettre les restes d'alimentation? Oui. Non, j'ai dit les 3 premières. Alors, nuance, garde les poissons, oui, si on est dans un composteur de jardin. Est-ce qu'on peut le faire? C'est ça la question. Oui, on peut le faire. Et après, la question de Nicolas Servant, elle est trop compliquée pour moi. Qu'est-ce qui est plus efficace, c'est de composter ou de faire du compostage en place, de répandre? À titre personnel, moi je dirais de répandre parce que vous allez faire venir la microfaune de votre propre jardin qui va structurer votre terre. Je préférerais ça. Et c'est comme pour les différentes consignes de tri, c'est le temps que vous accorderez d'y passer aussi, parce que c'est pas uniquement déposer les déchets, c'est qu'il y a un vrai suivi derrière. Donc si vous avez envie de vous investir et mettre de la viande, eh bien oui, allez-y et vérifiez bien comment ça se passe. Par contre, si c'est juste je dépose et je m'en occupe plus, bah non, ne mettez pas de viande parce que ça peut attirer. Il y a d'autres questions? On est en bas là. Ah bon, on a répondu à toutes les questions. C'est incroyable. Bravo. Eh ben, merci à tous. Je laisse la place à Nadège pour la deuxième partie du quiz et puis ensuite pour les tables rondes. Et pour ma part, ça a été un plaisir d'animer cet échange. Merci à vous 4. Merci à toi. Merci à toute la team. Dommage pour ta compote. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Pour vous remotiver un peu après toutes ces informations, je vous propose de faire un petit quiz. C'est des infos que vous avez pu avoir pendant les discussions. Et vous allez voir, il y aura un petit classement et celui qui répond le mieux, Super pour lui. Voilà. Donc préparez vos téléphones. C'est le même QR code que tout à l'heure. Hein. C'est la suite. Là. Un recharge. Normalement, vous êtes dessus. Allez, c'est parti. C'est bon pour manger dessus? Allez. C'est parti. Donc la première question, quel déchet n'est pas compostable? Alors, les épluchures de fruits, les coquilles d'œufs, les dents de
votre oignon de pomme ou le sachet de thé. Il y a toujours une question comme ça. Ça devrait se gérer. Au fait, ça va être facile à gérer. Il y a toujours deux réponses possibles, enfin plusieurs réponses possibles. Il y a des fois, il y a plusieurs réponses possibles. Ouais. C'est bon, tout le monde a répondu? Ah, oui. Les anciens, mais la grand-mère. Elle sera compostée. Le pomme aussi. Il faut composter la grand-mère. On enlève dans le Ça se fait à titre expérimental, des compostages d'humains. Oui. C'est une beauté dans certains États d'Amérique. Ouais. De toute façon, ça se fait, ouais. Et nous, Bon, il y a là, des vous avez tous pétitions. bien répondu, a priori. Voilà, le classement en programme affiché. Qui est plus rapide? Ça, c'est, il y a la rapidité aussi pour répondre le plus rapidement possible. Donc, Sylvie, Il y a des ex-aequo. et après, avec Pierre Guy, Léa, Marie, bon, ouais, vous êtes nombreux. On passe à la question Ils sont suivante. bons, ils sont bons. Si on se trompe, on va afficher. Quel est le principal avantage du compostage? Réduire ses déchets, élever des lombriques, nourrir ses plantes ou produire de l'électricité. Là, c'est le principal avantage, donc j'en ai mis sur quels sont. C'est très bien. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Même pas un petit lombric. On peut en faire un café. On peut en trouver un dehors. Ah, Pierre Guy passe devant. La bonne réponse était, enfin, une des bonnes réponses était réduire ses déchets. Donc Pierre Guy devant, Nicolas deuxième, Coralie troisième, Aurélie quatrième. Ah, il y en a qui n'ont pas répondu juste. On passe à la question suivante. En fait, les 4 étaient vrais hein, pour moi. Oui, les quatre, le principal. Chacun y voit son propre avantage. C'est personne. Pourquoi mon compost chauffe-t-il? Il manque d'aération. C'est tout à fait normal, c'est le processus de décomposition de la matière. Il y a trop de matière azotée. À cause de la canicule, une des conséquences du réchauffement climatique. Parce qu'en fait, c'est une bactérie. C'est bon, on a répondu. Ah, Aurélie, Aurélie, je ne sais pas envoyer, mais elle a envoyé. Voilà, je suis très contente. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pourquoi il chauffe? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est le fait de déposer, d'avoir cette, ah, j'oublie le. Oui, mais c'est d'avoir cet équilibre, voilà, oulala, entre cette matière, on dit azotée, mais matière humide et la matière sèche. Donc, on va avoir le développement des bactéries, donc qui vont travailler, transformer, se reproduire, et donc qui va faire qu'on va avoir cette dépense d'énergie, donc le tas qui va chauffer. Donc plus ou moins conséquemment en fonction de la quantité donc on peut avoir des tas en andin qui vont jusqu'à plus de 70 degrés. Nous, dans un composteur individuel, on peut vérifier avoir du 40 degrés. Voilà, ça c'est dû au travail des bactéries. Ouais. Et du coup, pour que ces petites bactéries travaillent, je dirais l'ingrédient, l'élément fondamental, c'est l'oxygène. Donc c'est vraiment leur apporter l'oxygène pour qu'elles soient en forme pour décomposer cette matière. Et du coup, comment apporter de l'oxygène dans son compost?
c'est en le remuant, en mélangeant cette matière azotée avec cette matière sèche ou matière carbonée. Et donc c'est remuer régulièrement pour pouvoir apporter cet oxygène qui était l'élément fondamental pour la décomposition de la matière. Jusqu'au fond, pour nous. Tant qu'on peut, ouais. Mais si vous le faites au quotidien, à chaque apport, vous apportez, vous mettez ce broyat de végétaux, vous remuez, là déjà vous avez les trois éléments. Oxygène, matière azotée, matière carbonée. Et donc si vous le faites régulièrement, vous entretenez toujours cette présence de l'oxygène et du coup vous maintenez cette température effectivement de 40 degrés sur un composteur individuel. Et comme la nature est bien faite, en fait, une question que vous n'avez pas posée mais qu'on entend assez souvent, c'est est-ce que si je mets des produits non bio dans mon composteur, je vais avoir un compost bio derrière? Oui, non, est-ce que du coup c'est souhaitable pour mon jardin, etc. La nature est bien faite, ça monte à 60-70 degrés quand on arrive à maintenir un bon tas de compost qui travaille, et du coup ça va permettre, entre autres, d'éliminer certains, peut-être pas tous, éléments chimiques et pathogènes qui ont été peu souhaitables à votre jardin. On va passer à la question suivante. Quel matériau est considéré comme un marron dans le compostage? Ou brun, comme on dit ici. Alors, le cousin de la châtaigne, la pelouse coupée, le coup de poing de mon voisin de droite ou les feuilles mortes. Nicolas, comme du brun. Matière carbonée. Donc la réponse c'était les feuilles mortes. Pierre-Guy, tu passes devant. Bon, et Coralie, Aurélie, il faut y aller là, il faut pas laisser Pierre-Guy en tête. Avant-dernière question. Pourquoi est-il important de bien trier ces déchets? Pour économiser de l'espace dans la poubelle, 1, 2, 3. Faciliter le travail des éboueurs pour permettre le recyclage et la valorisation. Le principal. Oui, le principal, oui. Champion. On met une compétition. Tu vas pas choper le coup. Ah, Coralie. Décroché. Pierre-Guy et Coralie, peut-être. C'est pour ça qu'elle t'a pas. J'ai hésité entre l'un et la dernière. Et la dernière question. C'est stressant. Suspense. C'est des questions, c'est le bac blanc là. Parmi les réponses suivantes, lesquelles sont des biodéchets? La tonte de jardin, les épluchures de fruits et légumes, les sacs plastiques, les coquilles d'œufs, les cendres de ma grand-mère, le marc de café, les restes de repas ou le pain dur. Là, il y a plusieurs réponses possibles, bien sûr. Ah, il faut oser. Ah, ouais. C'est comme la Je viande, pense si on est... je sais pas si elle porte son dentier ou ça. T'as raison. C'est Marie qui a gagné. Bravo, Marie. Donc là, c'était a priori toutes des bonnes réponses, sauf le sac plastique. J'ai un petit truc à vous faire savoir sur les sacs plastiques, parce que c'est aussi une question parfois qu'on peut nous poser. Les sacs biodégradables sont-ils souhaitables au compost? Alors il y a deux types de sacs. Il y a les sacs biodégradables qui sont aussi biodégradables que votre voiture, que la bouteille en plastique classique. Il y a un sac biodégradable, c'est un sac qui est en PET, en polyéthylène.
Donc oui, il va se dégrader, comme votre voiture, si vous la laissez en forêt, un jour elle sera dégradée, dans longtemps, ou votre monture de lunettes. Donc il ne faut pas confondre biodégradable et compostable. Un sac compostable, il respecte une norme qui dit que, comme un végétal, en 6 mois, il doit être composté de 90%, avoir disparu à 90%. Donc seuls ces sacs-là peuvent être mis au compost. Et d'ailleurs, il y a, je dirais, encore une précision à apporter, c'est que on distingue sur ces sacs compostables ceux qui sont compostables individuellement, hein, dans du compostage domestique, individuel, et ceux qui ne peuvent pas se dégrader dans son composteur individuel, parce qu'on l'a vu, il monte difficilement à 40 degrés, mais qui peut être compostable industriellement quand il y a des plateformes de compostage industriel qui compostent les déchets. Donc en fonction de son territoire, de la solution qui est en place, on peut ou pas composter ce sac compostable. Ok, merci. On va faire un petit atelier, vous allez vous diviser en 4 groupes. Donc c'est un atelier sur, on va se positionner en tant que soit professionnel de la restauration, soit cantine, soit particulier ayant une maison ou soit un particulier habitant dans un immeuble. Et je vais vous poser 3 questions sur ces sujets-là. Et il faudra réfléchir collectivement avec à chaque fois un expert qui sera dans chacune des tables. Voilà. Donc vous répartissez en 4 groupes. Donc le premier groupe c'est cantine scolaire avec Fanny. Deuxième groupe restaurateur avec Mathieu. Troisième groupe particulier habitant en maison avec Boar. Et quatrième groupe particulier habitant en appartement ou en copropriété avec Valérie. Et oui, Ah oui,